à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Chers amis auditrices, auditeurs, bonjour. Il faut aller dans le concret, il est en plein dedans, c'est Willy Crétogny avec qui j'ai la chance de partager un petit moment parce qu'il est à la bourre, jeune homme, je vous raconte pas, il a du boulot jusque-là et même plus haut. Donc effectivement, alors on est dans une situation extraordinaire et c'est pas forcément positif quand je dis extraordinaire. On a du vin à plus quoi savoir en faire au niveau local, qu'il va falloir déblayer pour mettre une nouvelle récolte. On a des produits qui viennent d'ailleurs, qui devraient coûter beaucoup plus que ce qu'ils coûtent. Et puis là, il y a vraiment un souci à se faire quand on reçoit du pinard, qui n'est pas toujours mauvais d'ailleurs, mais à 2-3 balles le litre, ça devient très difficile de vendre du produit de chez nous, qui est excellent par ailleurs. Résultat des courses, eh ben, mon ami Willy, il est comme beaucoup de paysans, et entre autres bien sûr des vignerons, dans une situation peu envieuse. Quand je vais faire des courses et que je passe dans une grande surface, genre Orange, je me dis qu'avec les prix qu'ils pratiquent et puis les pressions qu'ils donnent, ça ne doit pas être gagné d'avance. Cher Willy, merci, j'annonce la couleur. Ouais, ok, merci Michel, bonjour à tout le monde. Alors la situation, elle est effectivement très grave aujourd'hui pour beaucoup de vignerons. Pour la majorité des cantons viticoles, il y a vraiment un gros souci avec beaucoup de familles vigneronnes qui ont souvent leurs enfants qui ont repris et puis qui savent plus dans quelle direction aller, comment faire des projets quand ces jeunes qui ont souvent appris un autre métier avant de revenir au domaine, ont appris un métier souvent avec des revenus, un potentiel de revenus plus intéressant que l'agriculture, et puis qui ont repris le domaine. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que disent les autorités? Eh bien, il vous faut arracher ce qui a été planté, parce que c'est la seule solution, c'est de reculer vis-à-vis des vins étrangers. Attends, on ne va pas reculer à cause des vins étrangers, c'est n'importe quoi. Ben ça, c'est effectivement n'importe quoi. Ben certainement, tout le monde a aussi lu les articles sur le lait. Hein. Le lait est dans la même situation. La viande est en train d'arriver dans une situation aussi critique. Parce qu'aujourd'hui, le variable, c'est pas l'importation. Le variable, c'est la production locale. Et là, on doit vraiment revenir à une réflexion, une vraie réflexion là-dessus. C'est qu'au niveau d'un pays, on doit se dire qu'on mange ce qu'il y a dans le jardin, on utilise ce qui est produit dans la région et puis on importe ce qui nous manque. Donc quand tu parles de variable, soyons clairs aussi peut-être avec un autre mot, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on donne la priorité au prix des importations et puis c'est à nous de nous démerder derrière pour ajuster pour que ça soit viable. C'est exactement ça. Tout le monde, on est bien d'accord, les viticulteurs suisses et puis les viticulteurs au niveau mondial, il y a une baisse de la consommation importante de vin et d'alcool. Je dis et d'alcool parce que le vin n'est pas un alcool au sens de la loi, hein, c'est un produit, une boisson alcoolisée. Eh bien, il y a une baisse de consommation partout. Ça, c'est OK. La différence des vins suisses par rapport aux vins européens, c'est que les vins suisses, les viticulteurs suisses ont déjà en 1957 créé un cadastre viticole qui est géré, qui est sous le contrôle de la Confédération. Ce cadastre viticole, il est de 15 000 hectares qu'on n'a jamais dépassé, qu'on a toujours maintenu la surface viticole en dessous de cette surface totale. Et puis, ce qui a fait qu'on est toujours resté aux environs de 30-40% de la consommation. Donc, on a toujours couvert pendant longtemps, on a couvert 40% de la consommation avec des variétés de raisins qui étaient assez productrices, comme le Chasselas, le Gamay, qui sont des cépages qui donnent des belles récoltes. Et puis ensuite, la consommation a commencé à baisser. Et puis surtout, est arrivé du libre-échange là-dedans avec l'OMC en 94.
où on est passé de contingents de protection de la production à des contingents tarifaires, qui sont plutôt des contingents d'incitation à importer. Donc la production locale s'est adaptée. Elle a baissé, on est passé d'à peu près 140 millions de litres produits en Suisse sur 310 millions consommés, de vin consommé à l'époque, au début 90. Et puis aujourd'hui, on était donc à 145 millions à ce moment-là de production. Aujourd'hui, 2024, les chiffres de 2024, c'est 216 millions de consommés en Suisse, avec seulement 70 et quelques millions de vin suisse. Puis en plus, maintenant, on nous demande d'arracher. Alors maintenant, malgré ces décisions du vignoble suisse, parce que comment on a aujourd'hui, depuis quelques années, on a une production moyenne, une production décanale moyenne d'environ 100 millions de litres, entre 95 et 100 millions de litres. Donc on a fait déjà un gros effort. Comment on est arrivé à baisser comme ça? On a baissé parce qu'on a diversifié l'encépagement. Donc vous avez pu le voir dans le commerce, il y a des cépages qu'on ne cultivait pas ici. C'est un des effets positifs du réchauffement climatique, si on peut oser dire qu'il y a des effets positifs. Mais on cultive maintenant des variétés comme le Sauvignon blanc, comme le Cabernet Sauvignon, comme le Merlot, qui sont des cépages avec des productions assez faibles. Donc de cette manière-là, on a ramené la production à autour de 100 millions de litres. Bon, on ne peut pas faire mieux. L'effort, on l'a fait. L'effort, on l'a fait. Et puis, il y a une question de cohérence. C'est-à-dire que c'est pas normal qu'on veuille encore nous faire baisser la production, surtout que, comme je disais, il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés dans les domaines, qui ont repris les domaines, qui ont fait des sacrifices parce qu'ils ont quitté des professions qui leur permettaient de bien gagner leur vie. Ils sont revenus sur les domaines. Puis qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui? Ah ben il faut arracher. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Maintenant, dans quel sens il faut aller? Parce que, je veux dire, là, on est dans le mur. Peut-être qu'on ne s'en rend pas toujours compte parce que le mur, il est un peu mou, mais enfin, on est quand même dans ce putain de mur. Et puis, qui doit faire le jeu en premier pour sortir de cette histoire? Ben, c'est les autorités, c'est le politique, parce que, en fait, la grande distribution, on pourrait aller taper sur la grande distribution puis dire ça va pas, ce que votre politique. Mais faut pas le faire. Non, ce qu'il faut voir, c'est que la grande distribution, je veux dire, elle fait ce qui est autorisé de faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a abandonné totalement le protectionnisme. Donc on a ouvert les marchés, on dit on fait, c'est la politique de libre-échange. Et aujourd'hui, tu parlais au tout début du Mercosur, mais en fait, les produits, les vins qui mettent par terre la production ici, aujourd'hui, c'est pas encore le Mercosur, parce que le Mercosur, il y a très peu de vins qui arrivent ensuite par le Mercosur. Ouais, bon, on peut parler des vins italiens, des vins espagnols. Ouais, c'est les vins européens. Ouais. Mais pourquoi ils arrivent à ces prix-là? Parce que ces pays sont aujourd'hui sous une très forte pression. Parce que c'est des vignobles qui produisaient beaucoup pour l'export, donc plus que la consommation locale, donc pour l'export. Et ça, c'est très vieux. Hein. Ouais. Pour la France, par exemple, c'est les Anglais qui ont diffusé le bordelais, toutes ces appellations-là. Donc, c'est des appellations qui, historiquement, sont tournées vers l'export. Aujourd'hui, tout le monde connaît la politique et le remue-ménage qu'il y a aujourd'hui au niveau du marché, ce qui fait que les vins européens n'arrivent plus à trouver preneur pour une partie de leur récolte. Donc, pourquoi ça s'est aggravé d'un coup pour la Suisse? C'est que depuis quelques mois, en fait, on souffrait déjà avant des prix bas européens et du fait que les importateurs privilégiaient ces vins européens, puis ça leur permettait de faire une marge plus importante qu'avec les produits suisses. Mais aujourd'hui,
depuis quelques mois, depuis que Trump est arrivé au pouvoir et qu'il a fait une guerre des prix et des taxes, eh bien, leurs produits n'arrivent plus à s'exporter normalement. Donc, ils ont baissé encore plus leurs prix et les importateurs gagnent encore plus qu'avant en important ces produits-là. Donc le problème, il est vraiment politique, c'est-à-dire que si je prends l'exemple en Suisse, s'il n'y avait pas des conventions collectives pour les salaires, puis s'il n'y avait pas des contrôles sur les salaires, je veux dire, il y aurait le risque que toute une partie des ouvriers en Suisse ne seraient pas payés comme ils le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des mesures, on a des lois qui sont claires sur le fait que les salaires doivent être respectés, les salaires suisses doivent être respectés. Un employé étranger qui vient en Suisse, il ne va pas être payé au salaire de son pays, il va être payé au salaire suisse. Les produits qui viennent d'autres pays sont vendus en Suisse au prix des autres pays. Et ça, c'est pas possible. Ben non, il n'y a pas d'équilibre. Maintenant, il y a l'argent qui dirige tout ça, hein, et puis il y a les lois, on le fait parce que c'est autorisé. Ah ouais. L'éthique, là derrière, on s'en fout un peu, alors. C'est-à-dire qu'on va chercher un maximum de pognon à court terme, et puis on se fiche un petit peu ce qui nous pend au nez derrière. À savoir qu'il n'y a pas de raison que qualitativement, quand on arrive à quelque chose qui est du même niveau, on aille d'abord se servir ailleurs, même si on sait qu'ils ont les mêmes problèmes que nous, mais les mêmes problèmes que nous, ils peuvent aussi se débrouiller un petit peu de leur côté, c'est pas à nous d'assumer. En plus, on est un petit pays. C'est à chaque pays de faire le travail au niveau de sa production. Maintenant, les produits, ce qu'il faut, parce que les outils, on les connaît, il faut juste les mettre en vigueur. Si on ne les met pas en vigueur, et c'est tout le problème de ce libre-échange, où en fait, on n'a plus de mesures de régulation d'un pays à l'autre et d'équilibre d'un pays à l'autre. C'est-à-dire quand un produit vient d'un pays, parce que vient d'un pays à bas prix, à bas coût, ben, il faut qu'il y ait des taxes pour rééquilibrer, ça permet de réguler l'importation. Bah ouais. Puis après, il faut revenir à des contingents variables, et on le fait par exemple pour les fruits et légumes en Suisse, où en fait les contingents sont variables et la production est en contact avec le commerce de semaine en semaine. Parce que c'est des produits frais, donc ça pousse tout le temps. Donc c'est toutes les semaines, pendant les périodes de production, il y a ce rapport qui fait que l'OFAC ouvre ou ferme l'importation. Et en fait, pour tous les produits, on devrait être sur ce même système. Et les autres pays, il ne faut pas penser que c'est juste les pays à haut coût comme le nôtre, à un niveau de vie élevé, où la production souffre. La production souffre également dans les pays à bas coût et les pays pauvres. Pourquoi? Parce que ces pays, l'OMC, le libre-échange, leur a imposé de supprimer les taxes également. Et donc ces pays, comme ils ont supprimé les taxes, ben eux, ils sont inondés de surplus européens ou d'autres pays. Ce qui fait que même dans ces pays, la production n'arrive plus à vivre. Donc la production s'est tournée vers l'export. Donc on a des aberrations, comme par exemple l'Indonésie qui fait de l'huile de palme et qui en importe. Parce qu'ils n'en ont même pas assez pour leur utilisation locale. Donc on arrive, ce système du libre-échange, c'est un système complètement aberrant sur tous les plans, hein, sur le plan de l'acier, sur le plan... aujourd'hui, les pays européens sont en train un petit peu de bouger parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont leur industrie, une partie de leur industrie qui capote. Et puis ils disent, mais il faut qu'on protège notre industrie, donc il faut que nos entreprises achètent l'acier en Europe et pas dans les autres pays. Mais parce qu'ils se rendent compte que c'est pas possible de continuer comme ça. Alors mes auditrices et auditeurs ne sont pas forcément des directeurs de grandes surfaces. Ben ouais. Par contre, je te donne un exemple concret, je connais bien. Moi, je me suis frité avec un pizzaiolo parce que simplement, il n'y avait pas de vin
sur sa carte de vin de Genève. Je dis, ben écoute, je comprends que tu veux vendre ta fiasse de Chianti ou quoi que ce soit, mais tout de même, un minimum d'éthique serait que là où tu es maintenant, tu nous fais quand même consommer du vin qui vient de chez nous. Pas tout, mais une partie. Il n'a pas voulu entendre raison, je me suis cassé. D'accord ? Si je vais dans un magasin et puis que je vois qu'il y a des asperges chiliennes à 6 balles le kilo, et puis qu'il y a des valaisannes à 13 ou 14 francs, moi je dis au gérant, j'ai dit mais attends, celles que tu vends 6 francs maintenant, vends-les au minimum 9 balles, et les 3 balles de bénéfice, ça doit être pour le paysan qui fait ses produits suisses, ses asperges. Retrouver un équilibre. Pour ça, il n'y a pas besoin de changer une loi ou de discuter 10 ans avec des politiques qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nombril. Et il faut vraiment, à mon sens, aussi d'une façon plus, je dirais, plus locale, que ce soit nous, les consommateurs, les petits magasins, les plus grands, etc., de se prendre en main. Et je crois que ça serait une très bonne pub aujourd'hui pour une surface conséquente qui dirait « moi, je vais aller dans ce sens ». Parce que je suis conscient du problème, je crois qu'il se ferait une pub d'enfer en surtaxant effectivement des produits qui viennent de l'extérieur pour aider à financer ce qu'on produit nous. Je trouve que... Il perdrait de l'argent, mais un petit peu d'éthique, et je crois qu'aujourd'hui... Il perdrait de la clientèle. Non, je ne suis pas sûr. Écoute, parce que... tous les magasins de producteurs, les magasins de la ferme ou ces trucs-là ferment les uns après les autres. Ils sont tous en train de crever. C'est pas facile, c'est vrai. Mais parce que c'est pas possible de... C'est comme si tu dis, moi je vais payer ma femme de ménage 30 balles, et puis le tarif il est 20 balles. Il y a personne, la majorité des personnes vont continuer à payer 20 balles. Pour moi, c'est comme bon, moi je prends souvent l'exemple de la circulation routière pour imager un petit peu la problématique. C'est que tout le monde est conscient, est d'accord que les voitures, si elles vont trop vite dans un village, il y a des risques pour les enfants, il y a des risques pour les personnes âgées qui traversent. Maintenant, comment on fait ? Eh bien, démocratiquement, on a décidé de mettre des limitations de vitesse. Et tout le monde doit les respecter. Ce n'est pas une incitation à respecter, c'est une obligation. C'est une obligation, c'est clair. Et moi, même s'il n'y avait pas d'obligation, sincèrement, je regarde un stop avant de partir. Tu vois, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a... Ouais. Donc, il y a des choses quand même qui tombent sous le sens. Et excuse-moi, peut-être que je me suis peut-être fait mal comprendre. Mais si une asperge, puisque j'ai commencé sur l'asperge, coûte à 1 franc ou 2 près le même prix quand elle est suisse ou qu'elle vient du Chili, je ne suis pas assez con pour acheter une chilienne. Tu comprends ? Il y a quand même un esprit, une éthique à avoir, autant pour les producteurs que pour les consommateurs et pour les distributeurs. Si on revient sur le vin, la situation, elle est que c'est plutôt les vins étrangers moins chers qui partent que les vins suisses. Oui, parce qu'ils sont moins chers. Oui, mais l'asperge du Pérou, elle est moins chère que l'asperge suisse. Ouais, alors, elle est moins chère, mais quand tu regardes dans quelles conditions les gens ils les récoltent, quand tu regardes le nombre de kilomètres qu'ils font en avion ou en bateau, etc., qu'est-ce qui coûte moins cher si on est un peu conscient de notre avenir ? Alors, on prend un exemple que tout le monde connaît, c'est les tomates espagnoles. Oui, absolument. On sait que ceux qui les ramassent, c'est des gens qui sont souvent maltraités. Je ne dis pas toujours maltraités, mais souvent maltraités. Est-ce qu'il y a eu une baisse de la vente des tomates dans les étalages? Non, il n'y a pas eu de baisse de vente de tomates. Parce que le consommateur, moi j'ai souvent dit, le consommateur ça ne m'intéresse pas. Parce que le consommateur c'est quelqu'un qui défend ses intérêts particuliers. Moi ce qui m'intéresse c'est le citoyen. C'est des choix citoyens, mais le choix citoyen, il doit aller jusqu'à la décision citoyenne que chez nous, dans nos magasins, il ne devrait pas y avoir des produits qui mettent à mal des produits qui, eux, respectent des normes et des questions sociales. D'accord, alors le citoyen... Ça doit pas être une incitation, parce que les produits du terroir, puisque moi je suis là-dedans,
ça fait 30-40 ans qu'on nous dit faut inciter, faut communiquer, faut dire ci, faut dire ça. Et puis en fait, on est tous en train de crever. Toi, le lait équitable. Le lait équitable, ben Migros a décidé de le retirer de ses rayons. Il n'y a plus de lait équitable dans les Migros. Non, il y en a chez Manor, il n'y en a plus à la COP. Mais ils n'en ont rien à foutre. Manor, ils nous ont mis dehors. Manor parce qu'ils ne voulaient pas payer la consigne, puis ils ne voulaient pas payer le prix qu'on faisait de la bouteille. Moi, j'y crois plus à l'incitation. Pour moi, on doit continuer à avoir de la communication. Bah oui, autrement, j'ai plus de raison de parler avec toi. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas, la communication. Il faut derrière qu'il y ait des réglementations. On est obligé d'aller sur des réglementations qui sont claires. C'est-à-dire que le respect des salaires, le respect des vitesses, c'est des choix qui sont collectifs. Et on doit obéir à ce choix collectif. J'ai un petit message à faire passer. Ouais. Je suis passé à un endroit où normalement je vais régulièrement, c'est à la ferme Courtois. Ferme Courtois, j'achète des pommes, j'achète aussi du vin, j'achète des fromages, j'achète un tas de trucs là-bas. Eh bien, figure-toi que la route, maintenant qui va de l'autoroute, elle est fermée. Oui, je sais, j'ai vu hier. Parce que hier, je rentrais d'une séance en Valais à Fuilly. Puis j'allais à l'Assemblée Générale des Vignerons Caveurs Genevois à Collet. Puis je me suis dit, je sors de l'autoroute à Coppet, puis je traverse par en haut. Eh ben non. C'était foutu. Alors moi, je fais un petit appel à mes auditrices et auditeurs. Faites un petit effort quand vous passez par là. Ça mérite le détour, parce que c'est un détour maintenant. Ça le sera jusqu'au mois de septembre 2028. Si on veut que ce paysan-là, sa famille, puisse continuer à vivre, je crois que ça vaut la peine, si on veut continuer à faire en sorte qu'ils nous nourrissent correctement, de faire le petit détour pour passer chez eux. Voilà, Willy, je profitais, puisqu'on est dans les histoires paysannes, parce que là, c'est pas des lois, c'est vraiment notre éthique, notre conscience des problèmes qui fait qu'on y arrive ou pas. On est d'accord? Oui. Mais moi, j'ai tourné la page de l'incitation. J'y crois plus à la bonne conscience et tout ça. La bonne conscience, elle aide en partie, mais aujourd'hui, on est tellement dans un monde individualiste que malheureux, et c'est très malheureux, mais aujourd'hui, on doit taper du poing sur la table et dire maintenant, les politiques, vous prenez vos responsabilités et vous changez les choses. Et ça, c'est ton boulot, Willy. Là, maintenant, moi, mon message aux vignerons, que je donne ces jours, parce que je fais pas mal de conférences ici ou là, c'est on va aller au rapport de force. C'est-à-dire, dans pas longtemps, on est sur les tracteurs et puis on va aller faire comprendre que on veut vivre, on veut que les domaines que nos jeunes ont repris, il y ait un futur pour ces jeunes. Ils se sont formés, on a payé pour les former. La Confédération et les cantons ont dépensé pour former ces jeunes. Bien sûr. Et on n'arrête pas de parler de l'importance de donner du futur aux jeunes, de les motiver. Si on continue comme ça, à laisser tout aller, puis à laisser les grands distributeurs mettre sur le marché des produits à des prix plus bas que ce que ça coûte ici, là, on ne va pas les motiver comme ça, quoi. Alors, tu sais qu'il y a un petit rituel dans cette émission. Des fois, c'est pénible de poser cette question, mais je me dois de la poser quand même. Quand tu entends « Merci la vie », Willy, comment ça résonne en toi, malgré tout? Merci la vie. Oui, puis c'est le nom de l'émission. Ouais. Alors, écoute, moi je dis quand même toujours, je dis toujours merci la vie, dans le sens que je crois déjà rien que le fait que je sois un optimiste. Tu le caches bien aujourd'hui, hein? Oui, non, mais je suis un optimiste parce que un fataliste, il se bat pas. Un fataliste, il dit que ça va pas, puis il va aller saouler la gueule pour oublier. Moi, je réagis. Moi, je reste pas les bras croisés quand il y a des situations comme ça. Puis je dis merci la vie parce que ce qui me donne la force de bouger, c'est parce que je passe des bons moments. Là, on se voit de temps en temps, on discute, on échange. Je rencontre, malgré ce monde assez gris, puis cette météo grise de ces jours, je croise des gens
que ça me fait plaisir de croiser. Je vois le Jura le matin avec des fois tout blanc, des fois avec du soleil. Ce matin, j'étais du côté de Vendeuvre, je voyais le lac. Il y a plein de choses qui me font dire merci la vie tous les jours. J'ai beaucoup de plaisir à discuter, à échanger avec tout le monde, quoi. Chers amis auditrices et auditeurs, eh bien, moi je souhaite que ça résonne aussi en vous parce que effectivement, tant qu'on arrive à échanger avec les autres, eh bien, c'est du partage. Du partage, c'est aussi des moments de bonheur. C'est ce que je nous souhaite à toutes et tous. Et puis, même si Willy, il y croit plus tant, parce qu'il faut effectivement mettre le point sur la table, et je le ferai volontiers avec toi, Willy, chaque fois que c'est possible, je reste quand même suffisamment optimiste pour croire que ce que nous sommes en train de dire à nos auditrices, auditeurs, au-delà de combien ça coûte, fait marcher un petit peu quelque chose que j'appelle l'éthique. À tout bientôt. Du fond du cœur, je vous remercie de votre écoute et à tout bientôt. Au revoir. Merci Michel. Un grand merci de votre soutien, merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.